François Têtu Desjardins qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Première fois qu'on se rencontre, nous, cette année. Hein? Ben oui. Hein? Alors, je me dis, on va parler un peu des perspectives du Canada Oui. pour l'année 2014. Encore une fois, notre compétitivité qui est mise sur l'échiquier mondial. Alors, Oui. il y a besoin de se passer des choses. Marquez que la devise canadienne est en train de faire le travail, peut-être. Ben écoutez, j'ai pris quand même deux données là, pour être assez bref. Alors, une donnée au niveau d'un secteur quand même, le secteur manufacturier d'automobile. On a parlé beaucoup par le passé là, au niveau du consommateur canadien qui était très endetté. Puis même certains nouveaux gens qui sont passés ici en ont parlé. Donc, en fait, c'est que lorsqu'on regarde le côté manufacturier, j'ai remarqué, ou dans une étude qui a été faite, c'est qu'il y a grandes sociétés manufacturières mondiaux, Honda, Volkswagen, il y en a plusieurs qui ont investi au cours des dernières années au Mexique, dans leur usine, plus de 10 milliards de dollars US pour mettre en place des usines au Mexique. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça, souvent, c'est des décisions qui sont à long terme. Hein? Donc, quand ils partent là, d'ici, là, ils ne reviendront pas. Hein? La job est créée là-bas, elle n'est pas créée ici. Donc, on a eu une augmentation sur les 12 dernières années de la production automobile au Mexique, quand même de l'ordre de 80 %. Alors, ils sont partis en 99, là, et ont presque doublé la production automobile au Mexique. Et en contrepartie, ici au Canada, la production automobile a diminué de près de 40 % au cours de la même période. Alors, déjà là, ces emplois-là sont perdus, ils ne reviendront pas. Donc ça, c'est un secteur quand même important et on voit que quand même un des piliers de l'économie canadienne, l'Ontario, qui est fortement basé sur la production automobile. Alors, beaucoup de pertes d'emplois de ce côté-là. Et ça, c'est structurel, hein? C'est pas conjoncturel. Ouais. Alors, ça peut prendre des années avant de ramener ces emplois-là. Aussi, parce qu'on parle beaucoup, on est un peu... On se regarde beaucoup au Québec, là, on regarde ce qui se passe au Québec, mais en Ontario aussi, il y a des pertes d'emplois importantes. Vous avez quand même des sociétés qui ont fait des mises à pied. Vous avez Kellogg, Heinz, qui font quand même... Sears. On parle beaucoup de Sears au Québec, mais Sears. Sears a fermé quelques magasins, dont le Château-Fort à Toronto. C'est ça. Alors, il y a des mises à pied, là. Donc, et puis, bon, on parle du Québec, Bombardier, etc. Donc, si on prend là, au Canada, l'Ontario et le Québec, quand même, c'est le centre du Canada, quand même. C'est le centre du Canada. Alors, on voit vraiment que, tant au niveau du côté manufacturier, que là, ça va quand même pas très, très bien au niveau de la compétitivité. Oui. Un petit peu de difficulté ici. Oui, voilà. J'ai pas été compétitif dans mon... Non, là, je l'ai rattrapé. Alors, on y passe au niveau de l'échiquier mondial. Ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, puis quand on a parlé dans le passé, au niveau de la demande des ressources, on a vu que ça a bougé beaucoup sur les marchés émergents dans les dernières semaines. Que ce soit au niveau des devises. On a vu des taux d'intérêt dans certains pays qui ont vraiment augmenté substantiellement, que ce soit en Turquie ou ailleurs. Et la demande pour nos ressources, naturellement, elle est moins forte. Donc, ça, c'est un autre point au niveau du Canada qui est quand même moins positif. Le consommateur canadien qui est endetté, les prix de l'immobilier qui sont élevés. Donc, tout ça fait en sorte que les perspectives pour le Canada, en général, je vous dirais que quand on met toutes ces pièces du puzzle-là ensemble, c'est plus difficile. On remarque encore une fois que dans cette courbe-là que vous nous avez montrée, 2008 a été la pierre angulaire de la débandade américaine, alors que chez nous, ça allait quand même bien. Il n'y avait pas de perte d'emploi massive. Les taux d'intérêt étaient quand même relativement bas. Les Canadiens ont continué de dépenser, puis les Américains n'avaient pas le choix de se désendetter. Nous aussi, il va falloir qu'on passe par là, un moment donné. Là. Effectivement. Puis un autre point également, c'est que quand la devise canadienne est au pair avec le dollar US, c'est que les entreprises canadiennes ou québécoises n'ont pas profité de la parité du dollar pour renouveler leurs équipements pour être plus compétitifs. Ça me rappelle d'un discours de David Dodge. Là, on parle d'il y a quelques années. Faites attention, le dollar canadien ne sera pas à 63 sous encore très longtemps. Éventuellement, préparez-vous, il faut augmenter votre productivité. Profitez-en au moment où le dollar va augmenter pour moderniser vos usines, pour devenir plus productif.
Puis on a l'impression, puis même l'année passée, il y a comme eu un désengagement des entreprises pour l'investissement. Les dépenses en capitalisation n'étaient pas tellement fortes, en tout cas, selon les statistiques qu'on a pu voir. Je comprends pas. Mais le timing était, je crois, idéal pour le faire, là. On avait les conditions en place, c'est-à-dire des taux d'intérêt au niveau du crédit excessivement bas. Fait que pour les entreprises, pour emprunter, le crédit était vraiment bas. 1 dollar à parité, donc pour acquérir des équipements qui se transigent sur les marchés mondiaux en dollars US à la parité, et les entreprises n'ont pas vraiment bougé. C'est quoi que ça le prenait? Bon, encore des incitatifs fiscaux des gouvernements. Les gouvernements ne peuvent pas quand même toujours donner des incitatifs fiscaux. C'est le bobo canadien, ça, je pense, un peu, là, parce qu'à chaque fois qu'on incitait les gens à acquérir du nouvel équipement pour profiter, en tout cas, du fait pour augmenter la productivité, le message passe pas. Les Américains, ils ont compris, eux. Puis là, c'est là, d'ailleurs, modernisé, etc. On voit l'indice de productivité américaine qui est pas mal supérieur à la nôtre. Là. On commence à se faire dépasser. Peut-être revenir un peu sur les marchés. Oui, là. sur les marchés. Ben, en fait, c'est parce qu'en janvier dernier, c'est ça, parce que, bon, on a eu une année quand même incroyable en 2013, un grand cru. Oui. Hein? Tous les indices ont donné des rendements extraordinaires, exclusivement, par contre, le marché obligataire, qui a donné un rendement négatif. On a parlé au fil des mois, là, je disais, écoutez, là, ça serait peut-être bon de prendre un petit peu de profit, là, octobre, novembre, décembre, et puis là, on arrive quand même à un certain point que on a vu, bang, les gens se disent, écoute, j'ai fait quand même des gains intéressants sur le marché américain, j'ai fait 20-30 il est peut-être temps que je prenne des profits. Alors, on a eu des baisses comme sur le Dow Jones dans le mois de janvier qui était là, comme moins 5 j'arrondis. Le S&P négatif aussi. En fait, la plupart des bourses ont tous été négatives là, au mois de janvier, compte tenu du fait que les gens se disent, bien écoute, là, on y a peut-être certaines craintes et puis il y a eu comme un flight to safety. Là. Les gens disent, écoute, les marchés émergents aussi, là, je vais sortir de là, je vais reprendre mes billes. C'est de là que tout le monde a tombé sur le dos, parce qu'on parlait beaucoup de hausse de taux d'intérêt dans les 5 ans, 10 ans. Puis là, on laisse le marché des bourses, donc le marché des actions, pour aller sur le marché obligataire. Alors, le rendement a baissé de façon substantielle. Là, tout le monde s'est fait prendre. Fait que là, il y a des baisses d'hypothèques, puis là, tout le monde crie au Klondike au Canada, mais moi, je dirais, faites attention. Oui, il faut faire attention. Mais par contre, moi, je crois que quand même, puis j'ai pas trouvé de graphique à une émission, j'étais venu, que c'est pas un changement de tendance qui est lourd. Je parle au niveau là, de la bourse américaine. Oui, on est en phase corrective. Sauf qu'en quelque part, comme j'ai mentionné des fois par le passé, je veux dire, il y a peut-être, à ce moment-là, c'est que ça crée des aubaines, les titres ont augmenté beaucoup. Donc, on a quand même, selon moi, là, les conditions sont en place, demeurent en place pour possiblement avoir là, un marché boursier quand même Je pourrais positif. peut-être demander l'idée à Lynn tantôt quand elle va revenir. Parce qu'habituellement, un double sommet, ça va nous faire baisser. Et là, le sommet est encore plus élevé, ce coup-là. Qu'il y ait une correction, c'est un peu normal, là, à ce que je sache. Là. Ça, au niveau fondamental. Je demanderai au niveau technique ce qu'elle en pense de ces 3 sommets-là. Parce que c'est sûr que peut-être que les gens, au niveau technique, vont dire, bien là, on est peut-être entré dans une phase baissière, etc. Moi, je regarde plus au niveau fondamental. Je me dis, bien écoutez, là, ça crée des aubaines, des opportunités intéressantes là, sur les marchés. Donc, ceci étant dit, les éléments porteurs en 2014, malgré un mois de janvier qui est difficile, on a quand même une croissance mondiale qui est synchronisée aux États-Unis, en Europe, au Japon. Je lisais ce matin, d'ailleurs, depuis 1999, c'est là qu'il y a eu le plus de flux monétaires d'investisseurs américains en Europe depuis 15 ans. Alors là, les investisseurs américains qui ont manqué la hausse, une partie de la hausse aux États-Unis, se disent à quel endroit je peux me rattraper. Vous avez des compagnies qui sont intéressantes, des Adidas ou autres en Europe. Donc, vous avez un déplacement important de capitaux vers l'Europe actuellement qui se fait. Donc, il faut quand même considérer l'Europe là, dans le portefeuille. Il faut regarder ça de très, très près. Puis il n'y a presque pas d'inflation encore, mais ça viendra peut-être un jour. Ça. François, on fait une pause, on revient dans un